Cette semaine, histoire de passer la pandémie, on reçoit Guillaume Cellier qui nous parle de la peste de Marseille de 1920 et Valérie Bordua qui nous raconte un exploit médical, l'expédition Balmis, ainsi que Thomas Venn, que je vous poste. Bonjour, chers auditeurs et chères auditrices. Re-bienvenue dans cette émission d'Histoire de passer la pandémie. Mon nom est David Girard à l'animation. Cette semaine, on discute d'échecs et de succès des mesures de prévention. Échecs et succès du monde médical également. Bonjour à vous. Thomas, toujours au combat. Oui, bonjour. Encore au combat. Encore, toujours au combat. Guillaume, content de te retrouver. Allô, bonjour. Valérie aussi, re-bienvenue pour une seconde fois. Merci, bonjour. On commence de même, à froid. À froid. À froid, avec Guillaume qui nous raconte la peste de Marseille de 1920. On rentre dans le creux du sujet en partant. Je pense que c'est important de se lancer rapidement avant qu'il y ait des malaises, des silences. On va commencer par vraiment préciser la date là, de 1700. J'ai dit 1920, hein? Oui, ça va mal. Mais c'est pas grave. OK? Donc, la peste de 1720, en fait, il y a différentes raisons de l'étudier qui sont vraiment intéressantes et c'est ça pour ça que ça m'intéresse aujourd'hui. Donc, 4 raisons principales. La première, c'est que c'est la dernière résurgence, en fait, de la grande peste de 1347, la peste noire, avec les grands guillemets. Donc, c'est la dernière fois en Europe qu'on va avoir la peste noire, en Europe occidentale, soit 4 siècles après la première crise de peste. La deuxième cause qui est importante, c'est qu'on a de nombreuses sources, en fait, pour comprendre cette épidémie-là. On peut penser à des sources d'époque, donc les témoignages de survivants, de médecins, pour savoir comment les gens ont vécu cette peste, mais aussi pour savoir comment ils en sont morts. Okay, les testaments, pour comprendre aussi, selon leur nombre ou leur absence, en fait, la force de la forte mortalité puis l'impact réel de l'épidémie sur les populations. Et on peut aussi penser à des textes légaux provenant de 3 palais de gouvernement, donc la ville de Marseille avec les échevins de Marseille, le conseil municipal, si on veut, régional, le Parlement de Provence et le roi, l'État. En plus de ça, est donc élevé, donc riche. Vraiment, au niveau des sources d'époque, c'est vraiment riche. Puis les gens commencent à vraiment beaucoup écrire. Donc, on a beaucoup de sources littéraires de cette époque-là. La deuxième affaire, c'est qu'on a ce qu'on appelle de la paléopathologie. Donc là, c'est l'examen médical, si vous voulez, médico-légal, comme CSI, des restes des corps qu'on trouvait par l'archéologie. Grâce à ça, en fait, on est capable de trouver, en fait, puis de comprendre en fait, comment sont morts les gens. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la ville de Marseille a été récemment très transformée, le centre-ville, et que les archéologues ont trouvé à l'intérieur des vieux cloîtres, des vieux cimetières, des fosses communes, des cryptes et compagnie. Et ils ont trouvé des corps. Et grâce à ça, ils sont capables de dire en fait que ces corps-là sont vraiment morts de la peste de la grande peste noire, parce que c'est le même bacille que celui de 1347. Donc on est sûr que c'est la même peste. Okay. Les deux derniers points qui sont vraiment intéressants pour la peste de Marseille, c'est que la peste de Marseille n'aurait jamais eu lieu si la cupidité humaine n'existait pas. Donc, on a vraiment affaire à la connerie humaine. C'est pour ça, là, vous allez voir, vous allez comprendre. Et le dernier point, c'est qu'on pourrait faire de nombreux parallèles, en fait, entre cette peste-là et le COVID qui nous intéresse actuellement. Ah oui. À quoi ressemblait Marseille en 1720? Ben, au début du 18e siècle, il faut vraiment considérer que Marseille, c'est une très grande ville. C'est 80 à 90 000 habitants. C'est énorme pour l'époque. C'est le principal port de France. Donc, c'est par là où rentrent toutes les marchandises qui viennent de l'Orient. Il faut comprendre qu'à l'intérieur de Marseille, il y a 2 quartiers. Il y a des nouvelles murailles qui ont été faites. Donc ça, c'est la particularité que ces nouvelles murailles ont des portes qui se ferment. Donc ça veut dire que si on veut fermer hermétiquement la ville, on peut. Ça n'existait pas. Avant, ça existait, mais c'était moins hermétique. Okay, les 2 grands quartiers de la ville, on a la vieille ville, qui est comme une ville avec des rues étroites, c'est délabré, c'est surpeuplé, c'est insalubre. C'est là où habitent les gens qui sont comme relativement pauvres, mais aussi les débardeurs qui travaillent sur le port. L'autre côté de la ville, c'est une ville qui est beaucoup plus moderne. C'est grand, c'est aéré. C'est là où vivent les riches. Okay, donc on a vraiment une dichotomie à l'intérieur de la ville. Donc, de l'autre bord, Marseille a un monopole commercial avec l'Orient. Donc, tout ce qui est comme les étoffes, la soie, tout ce qui a une forte valeur ajoutée au niveau des tissus, des textiles, ça vient d'Orient, ça passe forcément par Marseille. Marseille est vraiment la porte d'entrée pour ça. Là, vous pouvez penser qu'on est à l'époque de Louis XIV, Louis XV, donc vous pouvez penser aux grandes robes qu'avaient les femmes, les froufrous, les trucs, les machins. Et on est aussi dans le début de la mode de l'orientalisme. Donc, il y a vraiment un intérêt pour avoir tout ce qui vient de l'Orient. C'est vraiment le trip de l'époque. Marseille est donc un centre commercial important à l'époque. Oui,
Et en fait, tout ce trafic-là d'Orient a occasionné de nombreuses épidémies dans la ville. Donc, la ville a mis en place un système vraiment important et efficace de mesures préventives pour empêcher toute contamination qui viendrait de l'Orient. Et quelles mesures de prévention existaient alors? Donc là, il faut vraiment considérer que dans ce qui est l'Orient, de ce qu'ils appellent actuellement, donc là, on pense au Liban, à la Syrie, à la Turquie actuelle, le système est le suivant. En fait. Dans ces pays-là, il y a des consuls français qui sont là, qui représentent la France, et qui donnent à tous les bateaux qui vont partir en France un visa. Ça s'appelle une patente. Cette patente-là, en fait, elle a comme trois considérations, dépendamment l'état viral, si on peut dire, de la région de chargement des marchandises. Donc, on peut avoir une patente nette. Une patente nette, ça veut dire qu'il n'y a pas de maladie ou quoi que ce soit, c'est bon, ils peuvent rentrer. Une patente suspecte, on est comme pas sûr, il y a peut-être des maladies dans la région, donc on dit elle est suspecte. Et la dernière, c'est une patente brute, on est sûr qu'il y a un virus qui infecte la région. Donc là, on peut penser au choléra, au typhus, mais on peut aussi penser à la peste. La peste est endémique à ce moment-là au Moyen-Orient. Donc, à chaque patente, en fait, va correspondre une période de quarantaine à l'arrivée du bateau en France, donc à Marseille. Donc, pour une patente nette où on est sûr qu'il n'y a pas de virus, admettons, les marchandises sont débarquées à l'intérieur, pas à l'intérieur de la ville, pas à l'intérieur des murs, mais juste à l'extérieur des murs, il y a un petit endroit, une espèce de petit dock où on dépose ça, où c'est là pour une petite quarantaine d'une quinzaine de jours. Si la patente est brute, donc on sait qu'il y a un virus, là, tout le stock est débarqué sur un petit îlot rocheux en face de l'île de Marseille, un îlot où il y a comme quasiment aucune superstructure dessus, où le but, c'est de ventiler. C'est vraiment le terme qui est utilisé à l'époque. On ventile en fait les marchandises et aussi les personnes en fait pour que tous les parasites, ce qu'ils appellent les miasmes, tout ce qui pense qui peut comme contaminer les gens, soient comme évacués par le vent. Ce qui est intéressant, c'est que ces mesures strictes-là, donc, ils sont régis par les échevins de la ville, donc le conseil municipal et des intendants de santé. Et elles ont protégé efficacement la ville, et ce, jusqu'au 25 mai 1720. Comment est arrivée l'épidémie s'il y avait des mesures en place? Et sans surprise, l'épidémie est arrivée par un bateau. Et ce bateau-là, en fait, il s'appelait le Grand Saint-Antoine. Donc lui, il se présente donc le 25 mai 1720 au port de Marseille. Il faut savoir que ce bateau-là, il revient de Syrie. À l'intérieur, il y a des étoffes, des soies, des cotonnades, des choses avec une très forte valeur ajoutée. Et tout ça, c'est attendu en fait sur les marchés le mois suivant. Donc ça doit être vendu vraiment très rapidement. Ça, c'est important dans l'histoire. L'estimation, c'est à peu près 300 000 livres de l'époque. Donc là, j'ai regardé, c'est entre 12 et 15 millions de dollars actuels. Donc c'est quand même cher. C'est une forte valeur ajoutée. Selon le système de quarantaine, le navire aurait dû séjourner quelques jours au large parce qu'il vient d'Orient en partant, genre, mais aussi pour vérifier l'état des personnes à bord et l'état des marchandises. Sauf que là, on ne sait pas trop pourquoi, pour une raison qui n'est vraiment pas évidente. Le navire a été autorisé par les échevins, donc le conseil municipal, à débarquer ses marchandises dans la zone portuaire qui est juste à l'extérieur de la ville, comme je vous ai expliqué au début. Nous noterons que la moitié des marchandises qui sont dans le bateau appartiennent à des grands marchands de la ville de Marseille. Okay, et que eux ont dû faire pression à un moment ou à un autre pour faciliter le débarquement de ces marchandises-là. Aujourd'hui, là, nous, on appellerait ça de la collusion. Ce qu'on sait aussi, c'est que le registre du navire présente en fait plusieurs morts suspectes lors de la traversée depuis la Syrie. Okay, le navire donc, qui provient de Syrie, en Syrie, il y a la peste à Damas. Et le navire, il part à peu près de cette région-là. On sait aussi, d'après les sources, qu'il est clair qu'il y a une partie des documents qui ont été falsifiés. On ne sait pas si c'était falsifié par le capitaine ou par les échevins, mais les documents ont été falsifiés pour être sûr qu'on ne se questionne pas en fait sur l'origine de ces morts suspectes. Donc, ce qui On n'a pas devait cherché à les arriver cacher. arriva. Comment? On n'a pas cherché à les cacher, les morts sur le navire. Ben, les morts ont été jetés, hein, on s'entend, on ne les a pas ramenés avec nous. Là, vous pensez aux pirates, on jette les morts par-dessus bord, là, ben, on est là-dedans. Donc, c'est ça. Donc, ce qui devait arriver arriva. Donc, les choses vont s'enchaîner vraiment vite. Il y a des étoffes qui sont contaminées, en fait, qui contiennent des puces, qui, elles, portent la peste, qui sont retirées illégalement des stocks, qui sont sorties la nuit pour être vendues comme ça. Et on sait que dans les jours qui suivent, en fait, il y a les premiers débardeurs qui meurent. Je vous rappelle, au début, ils vivaient dans le quartier très populaire, qui était pauvre et qui était relativement insalubre. Là, les autorités municipales essayent de taire qu'il y a une épidémie dans la ville, mais il n'y a rien n'y fait. Le 9 juillet, la peste est identifiée sur les premiers corps, et puis là, c'est parti. Donc là, il y a la peur qui s'empare de la ville. Là, il y a les riches qui quittent Marseille dans les jours qui suivent. Et là, ça propage l'épidémie dans toute la Provence, dans toute la région qui est autour de Marseille. Donc, ils essayent de s'enfuir pour sauver leur vie. Mais en même temps, ils propagent l'épidémie. Intelligent. Classique. Ouais, c'est ça. Là, il y a
le Parlement de Provence qui, un mois après, donc le 31 juillet, donc un mois après les premières morts, en fait, il décide de mettre Marseille en quarantaine. Et il est trop tard. Okay, c'est déjà l'hécatombe. Au début août, il y a 100 morts par jour. À fin août, on est rendu à 300 morts. Début septembre, on est rendu à 1000 morts. En fait, tout ça, ça s'explique par deux facteurs. Premier, il y a eu des pluies torrentielles en fait, qui ont dispersé les puces et les compagnies à l'intérieur de la ville. Et le deuxième point, c'est qu'il fait extrêmement chaud. On est en été et les puces, elles se propagent à une vitesse incroyable à cause de ces deux facteurs-là. On peut voir aussi qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus de différence entre les quartiers riches et les quartiers pauvres. Tout le monde meurt. Pour vous donner un peu une idée, on est dans le fait qu'il y a des cadavres qui jonchent les rues parce qu'il n'y a personne qui veut les enterrer. On jette littéralement les morts et les mourants en fait, par les fenêtres pour éviter que ça se propage, mais il est quand même trop tard. La peste, ça ne marche pas comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire pour endiguer la peste? Donc là, il y a des mesures qui sont prises vraiment au niveau du roi. À ce moment-là, c'est le régent, Louis XIV est mort. Donc le régent, en fait, envoie l'armée. Il y a un quart de l'armée française qui est vraiment mobilisée à ce moment-là en Provence. C'est énorme pour l'époque, pour faire ce qu'on appellerait aujourd'hui une sorte de cordon sanitaire, en fait, pour empêcher les gens de sortir de Provence, pour empêcher les gens de sortir de la région de Marseille, pour empêcher vraiment que la peste se propage. On va jusqu'à construire un mur, le mur de la peste, qu'on peut encore voir aujourd'hui, et on refoule littéralement les gens qui essaient de passer le mur. Ça ne marche pas tant que ça. Okay, c'est localisé dans la Provence, mais dans la Provence, il y a énormément de morts. Là, on passerait à l'un des épisodes les plus marquants, en fait. Donc là, on s'accroche. Okay. Ça s'appelle l'épisode de l'enlèvement des cadavres du quartier de la Tourette par le Chevalier Rose. Okay. Donc lui, c'est un espèce d'aristocrate marseillais là, qui a réquisitionné une centaine de galériens. Donc les gens qui étaient condamnés à ramer sur les galères royales sont réquisitionnés, c'est des prisonniers. Pour relever des corps qui sont comme en putréfaction, qui ont quand même été abandonnés littéralement dans la ville depuis comme plusieurs semaines, plusieurs mois. Okay. Donc de cette job particulièrement écœurante, dirons-nous, il y a seulement 5 galériens, seulement 5 galériens qui vont survivre, donc 95% de pertes, et le Chevalier Rose qui a eu lui-même la peste, mais qui va survivre. Wow. Donc ça frappe un peu l'imaginaire. Ouais. Quand même, hein, oui. À qui va incomber la responsabilité de cette maladie, de cette peste-là? C'est là la grande question, parce que avec tout le système que je vous ai expliqué au début, cette épidémie-là, elle était évitable. Là, quand on fait un petit peu le bilan, l'épidémie a commencé donc en mai 1720, elle va continuer jusqu'en 1722, et elle va tuer entre 100 et 150 000 personnes. Les estimations, c'est pas trop, mais on pense que c'est à peu près la moitié de la population de Marseille et un quart des habitants de la Provence de l'époque. Notre bon sens actuel et les sources nous démontraient clairement qu'il y a eu de la collusion en fait, parmi les élites locales, dans les échevins de la ville et avec le capitaine du bateau. Genre, ça, c'est notre point de vue à nous. Ce qu'on mettra vraiment de l'avant, c'est que c'est la cupidité humaine, la seule responsable de tout ça, puisqu'on essayait de vendre les marchandises au plus tôt possible et qu'on a comme détourné les mesures qui avaient été mises en place. Comment? Ouais, en fait, je me demandais, considérant Marseille avait déjà établi ce genre de système-là de prévention, que là, il y a eu collusion et autres qui a fait en sorte que la peste se propage. Mais c'était à quel moment que Marseille avait véritablement établi ce genre de système-là? Et ça faisait combien de temps que ça roulait avec ce système? Ça faisait au moins un demi-siècle, là, une bonne cinquantaine d'années, parce qu'il y avait eu des épidémies de peste vers 1650 environ. Là. Et ça venait directement d'Orient, ça venait par des bateaux et compagnie. Donc, ils avaient compris le système de comment venait la peste. Ils ne savaient pas que c'était les puces qui transmettaient et compagnie, genre, mais ils avaient compris d'où venait la peste. Donc, ils ont mis le système en place. Et tant que ça fonctionnait, ce système-là, il n'y a pas eu d'épidémie de peste à Marseille. Donc, c'est vraiment que ce système, il fonctionnait. Mais la cupidité humaine, comme je vous ai montré, ça ne fonctionnait pas. L'histoire nous dit qu'à partir de la mi-septembre 1720, en fait, la peste, elle se calme vraiment. Et là, il y a les responsables et les autorités qui cherchent des coupables. Il faut mettre ça sur le dos de quelqu'un. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu une falsification évidente des documents de navigation. Donc, le capitaine, lui, est écroué. Il est envoyé pendant 3 ans en prison dans le château de l'île d'If. Je ne sais pas si ça vous parle, le comte de Monte Cristo, la petite île en face de Marseille. Là. Lui, il était là pendant 3 ans. Il n'arrêtait pas d'écrire au roi en disant comme moi, je ne suis pas responsable, laissez-moi sortir. Mais ça n'a pas fonctionné. Il sera vraiment le seul à payer. Et ce qui est le plus incroyable dans cette histoire, c'est ce qui suit. Les grands échevins de la ville de Marseille, donc le conseil municipal, eux, ils ne seront jamais poursuivis. Okay, certains vont même être récompensés et payés par leur roi pour leur bonne conduite lors de l'épidémie. Et notamment pour le fait de ne pas s'être enfuis. Okay, c'est quand même un comble parce que certains d'entre eux sont responsables directement de l'épidémie. Ouais. Parce que les restes sur place.
Tu me disais qu'il y avait des liens aussi qu'on pouvait faire avec la COVID aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ben, oui, un des premiers liens qu'on pourrait faire, c'est que vraiment l'Orient de cette époque-là, c'est un peu là d'où proviennent les richesses. Donc, on peut penser aussi à l'Asie actuellement, là où sont produits beaucoup de richesses qui sont après revendues chez nous. Donc, il y a vraiment ce transfert avec les navires et compagnie. Ça existe déjà à cette époque-là. Ça existe en fait depuis l'Antiquité. Mais à ce moment-là, c'est vraiment évident. On voit aussi que la plupart des épidémies viennent d'Orient ou d'Asie, dépendamment, comme la peste de Marseille ou comme le Covid actuellement. Ce qu'on peut voir aussi, puis ça, on a pu le lire dans différents journaux et autres, c'est que les riches ont fui la ville, en fait, et c'est eux qui ont propagé la peste. Ça, dépendamment dans les journaux que vous lisez, mais vous avez peut-être pu le lire, qu'il y a des personnes de Montréal qui se seraient enfuies je ne sais où dans d'autres régions et qui auraient transmis finalement le Covid. Donc, c'est ça. Et le dernier point qui est vraiment comme hallucinant dans cette histoire, c'est tout l'opacité, l'absence de transparence dans les décisions du conseil municipal, le fait qu'on a quand même essayé de taire que c'était l'épidémie, que c'était la peste, parce que c'est comme un mot tabou à cette époque-là, on a vraiment essayé de le taire, et c'est pas passé. Et on peut vraiment voir que les mesures ont vraiment été prises tardivement, trop tard finalement, et ça rappelle un peu les décisions malheureuses qu'a pris la Chine cette année. Oui, en effet, hein, on a eu un contrôle d'information assez serré au début de la pandémie, ce qui a entraîné quelques problèmes. Par la suite, Guillaume Cellier, merci. Très intéressant. Je proposerais de prendre une petite pause musicale, histoire de digérer cette chronique très graphique et d'oublier les corps qui jonchent le sol. Voilà, on vous revient dans un instant. Chers auditeurs, chères auditrices, on dirait l'appel à la nation. Bon, bienvenue à l'histoire de passer la pandémie. Mon nom est David Girard. On retrouve dès maintenant Valérie Bordua qui va nous parler de l'expédition Balmis. Qu'est-ce que c'est exactement, Valérie, l'expédition Balmis? Veux-tu nous expliquer ça? Je ne comprends rien. Alors, l'expédition Balmis, David, c'est une expédition qui est nommée d'après son chef, qui est Francisco Javier Balmis, qui est un médecin espagnol qui a œuvré principalement à la fin du 18e siècle et au début du 19e siècle. Il s'agit d'un des partisans les plus fervents de la vaccination contre la variole pour contrer l'expansion de la maladie, non seulement en Europe, mais également dans le reste de l'Empire espagnol, qui à l'époque est assez grand. C'est-à-dire que non seulement ça concerne plusieurs territoires en Amérique du Sud, mais également en Asie. Donc, cette expédition-là commence à l'initiative du roi d'Espagne de l'époque, qui est Charles VI, qui décide de venir en aide justement aux différentes régions de son empire, qui fait face à, pas une épidémie massive, mais disons que la variole est un problème assez récurrent, et qui décide dans le fond de financer une campagne massive de vaccination contre la variole qu'on va nommer variolisation. Donc, l'expédition part de l'Espagne le 30 novembre 1803 et est composée de deux médecins principaux, donc notre fameux docteur Balmis, mais également le docteur José Salvani Léopard, de même qu'une équipe médicale pour composer le tout. Mais les participants les plus importants demeurent les 22 enfants qu'on va amener d'Espagne pour transporter le virus après avoir été immunisés et qui vont être mis sous la surveillance de l'intendante Isabelle Zendal Gomez. Donc, l'itinéraire de Balmis passe d'abord par les îles Canaries et va arriver à Puerto Rico. De là, l'expédition va se scinder en deux. On va avoir une première équipe qui va être supervisée par par le docteur Balmis, qui va vraiment traverser toute l'Amérique centrale, donc le Guatemala, le Yucatan, le port de la Havane et le Mexique pour continuer jusqu'aux Philippines et en Chine. Et on va avoir une deuxième équipe qui va continuer son chemin en Amérique du Sud sous la supervision de Salvani et qui va vraiment faire beaucoup de territoires, du Venezuela à la Colombie, Bolivie, Équateur, Panama, Pérou, pour se rendre éventuellement même jusqu'aux confins de l'Argentine, à la toute pointe de la Terre de Feu. Donc, c'est quand même assez impressionnant comme expédition pour l'époque. Quand même. Revenons à la base. La variole, c'est quoi? OK. Alors, c'est une maladie infectieuse dont le nom, variola, veut dire petite pustule en référence justement aux merveilleux symptômes physiques de la maladie. C'est une infection qui existe depuis l'Antiquité, mais qui va être malheureusement introduite en Amérique avec l'arrivée des Européens au 16e siècle. Elle se transmet principalement par postillon, par voie respiratoire, donc c'est une maladie assez facilement transmise. Mais on la connaît sous l'histoire comme sous le nom de la petite vérole ou smallpox. Et ça demeure une infection qui va être présente et assez virulente en Europe tout au long de l'Ancien Régime. La caractéristique principale, en fait, de cette maladie-là, c'est que c'est une maladie qui est vraiment mortelle, surtout chez les jeunes enfants. Pour vous donner une idée de la chose, on remarque au 18e siècle que 90% des morts de la variole en Angleterre sont des enfants de moins de 5 ans.
Okay? Donc, comparativement à ça, la mortalité adulte se situe à 1 sur 10. Donc, il y a quand même une assez bonne différence qui va expliquer d'ailleurs pourquoi est-ce que c'est des enfants plus que des adultes que le docteur Balmis va prendre pour transférer le virus, pas le virus, excusez-moi, mais dans le fond, pour aider à la vaccination en Amérique. Ce qui va aider justement à l'encouragement de la vaccination et le fait qu'il y a plusieurs souverains d'Europe qui vont mourir de la variole au 18e siècle. Donc, les maisons royales vont être vraiment en arrière des campagnes de vaccination pour aider justement à l'éradication de la maladie. Tu nous parlais aussi de la vaccination de Jenner. Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une technique qui va faire son apparition au 18e siècle à l'initiative du médecin anglais Edward Jenner. En fait, c'est un processus qui est assez particulier, là. Quand on parle de vaccination au 18e siècle, on est loin des aiguilles et des seringues. C'est vraiment par contact direct, c'est-à-dire qu'on va prélever du pus d'une personne qui va être infectée par la variole des vaches, qui va s'appeler cowpox. Donc, on va prendre ce pus-là, puis on va le mettre directement sur une lésion ouverte d'une personne saine. Donc, il semble en fait que cette variolique-là soit moins dangereuse pour l'humain, mais comme c'est deux maladies de la même famille, bien, la personne en fait va pouvoir développer des anticorps pour résister à la variole humaine. Donc, ça va quand même bien faire son rôle. Puis, on va l'appeler aussi vaccination de bras à bras, parce que aussi, l'autre manière qu'on va avoir à faire, c'est vraiment de coller, dans le fond, la zone atteinte qui va être sur le bras. Au bras d'une personne qui est saine. Donc, il y a vraiment un contact direct de bras à bras. Puis, en fait, la conservation du virus actif sur les enfants va vraiment être un enjeu aussi de toute l'expédition Balmis, parce que si on perd justement le virus actif, bien, la campagne de vaccination va s'arrêter là, ce qui n'est vraiment pas le but. Donc, c'est vraiment un enjeu majeur de cette expédition-là. Et quelle est la relation de l'Espagne avec la méthode de vaccination, Jenner? Alors, il semble que l'Espagne l'ait adopté assez tardivement, comparativement, admettons, au Royaume de France ou de l'Angleterre, principalement à cause de la méfiance, en fait, que les médecins espagnols vont avoir face à l'efficacité de cette méthode de vaccination innovative. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est qu'à l'époque, sachant justement que c'est une vaccination par contact physique, bien, il y a une partie de la noblesse aussi qui est assez frileuse à l'idée, dans le fond, de contaminer son sang pur et noble au sang de personnes du peuple. Donc, il y a quand même aussi cette thématique-là. Mais je vous dirais aussi que la méthode, elle a suscité beaucoup de vives réactions pour deux raisons. D'un, ça va en fait avec le serment d'Hippocrate, ça veut dire que les médecins sont extrêmement réticents à infecter volontairement leurs patients. C'est vraiment pas ce pourquoi ils sont formés. Mais il y a aussi l'idée, dans le fond, que comme c'est un contact qui est direct, bien, il y a aussi un potentiel de transmission de d'autres maladies. On pense notamment à la syphilis, qui est une maladie aussi très crainte à l'époque. Puis aussi, il n'y a pas photo, il y a quand même une cause de mortalité aussi qui peut être due à cette forme de vaccination-là. Donc, c'est tous ces thèmes-là qui vont faire en sorte que les médecins ne sont pas trop sûrs, il y a beaucoup de tensions. Mais finalement, des mesures pour justement la variolisation vont être mises en place au tout début, en fait, à la fin du 18e siècle, puis vraiment la méthode Jenner va être la méthode préconisée en Espagne et dans son empire au 19e siècle. On comprend que c'est expérimental. Et l'expédition, elle, a-t-elle eu le succès escompté? Ben, vraisemblablement, oui. L'opération a été un succès non seulement par les campagnes de vaccination qu'elle permet à l'époque dans les territoires de l'Empire espagnol, mais aussi par les installations sanitaires qui sont mises en place suite au passage pour justement perpétrer la chaîne de vaccination. Notamment par le rôle d'enfants vaccinifères, comme on va les appeler. Donc, elle atteint un triple objectif. De un, vacciner. De deux, ça va être d'informer les médecins et le personnel compétent sur place, en fond, dans les colonies, sur la vaccination, notamment la méthode Jenner. Et enfin, ça va être de mettre en place des juntas de vacunación, qui sont des genres de commissions de vaccination au sein des capitales des différents États coloniaux pour justement s'assurer de la pérennité de cet héritage sanitaire-là de Balmis, en fait. Et en fait, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que l'expédition ne s'est pas faite sans heurts. En effet, il y a certains États coloniaux qui vont déjà avoir connu des campagnes de vaccination avant l'arrivée de Balmis, donc il va y avoir certaines tensions puis un manque flagrant en fait de collaboration entre justement Balmis et certaines autorités, notamment en Nouvelle-Espagne et à Puerto Rico.
Et aussi, il faut savoir qu'à l'époque, le négoce de cette vaccination-là va être assez lucratif pour certaines autorités locales. Donc, le fait qu'on voit justement Balmis arriver là en tant que représentant de l'autorité royale pour vacciner gratuitement des enfants, mais ça ne va pas faire le plaisir de tout le monde, notamment au Pérou. Mais il semble en fait que le principal problème de toute cette expédition-là, c'est le caractère assez autoritaire et rigide du docteur Balmis qui va en fait lui mettre des bâtons dans les roues dans les périodes de négociation avec les autorités. Donc, apparemment, c'était pas un bonhomme très jovial et ouvert. C'était un scientifique qui avait un seul but, c'était vacciner. Puis en fait, ce qui est assez dommage, c'est que autant l'initiative a été saluée partout dans le monde à l'époque, autant c'est un héritage sanitaire qui a été sévèrement mis à mal par les guerres d'indépendance qui vont agiter l'Amérique du Sud au courant du 19e siècle. Donc, ça a été un succès, mais de relativement longue durée. Thomas, tu avais une intervention? Oui, je voulais savoir si la question raciale était rentrée en jeu pendant ces campagnes de vaccination-là. Est-ce qu'on visait la totalité de la population? Est-ce que les populations autochtones étaient un petit peu plus délaissées? Est-ce que c'était eux qu'on visait davantage en raison de préconçus sur leur état de santé, l'état sanitaire de leur habitation et autres? Ou c'était, on pourrait carrément dire, pas colorblind, mais c'était aveugle à la question raciale? Il semble en fait qu'il n'y ait pas. Je pense que le principal enjeu, c'était qu'il était vraisemblablement limité au capital. Fait que dans le fond, venait se faire vacciner qui pouvait se déplacer. Donc, à savoir si les Autochtones qui étaient dans le fin fond de la forêt amazonienne avaient entendu parler d'une campagne de vaccination, je doute. Mais il ne semble pas qu'il y ait eu en fait de restrictions ou de discrimination envers qui était vacciné ou non, sachant que la campagne était gratuite. Puis qu'on voulait avoir des enfants éventuellement pour transmettre le virus de manière bénin. Donc, j'ai vraiment l'impression que ce qui primait à travers ça, c'était l'impact sanitaire plus qu'une question de privilège social. Après, c'est sûr que dans les chiffres, il y a certainement eu plus d'enfants et d'adultes de descendance européenne qui ont dû bénéficier de ça parce que c'est ces gens-là qui vivaient dans les villes où sont passés Balmis et Salvani. Mais après ça, sûrement que les populations autochtones en ont bénéficié par après parce qu'il y a quand même des installations sanitaires qui sont restées pour une partie du 19e siècle. Donc, d'où le fait que l'expédition a été un succès limité. OK. Parce que ça me faisait penser aux campagnes de vaccination de l'Empire français, par exemple, dans ces colonies africaines, où est-ce que c'était un petit peu fait avec la force des armes. Il y a eu énormément de méfiance de la part des populations africaines envers les autorités coloniales qui se pointaient avec des médecins et des vaccins. Je voulais savoir si on avait un parallèle similaire dans l'Empire espagnol en 1803. C'est sûr qu'on n'est pas dans les mêmes paradigmes coloniaux, mais... Non, vraiment pas. Mais je penserais pas. Comme vraiment, ce qui transparaît derrière ça, c'était on vaccine les États coloniaux d'Espagne. Point. OK. Il n'y a pas eu de diffusion large non plus pour rejoindre toute la population dans tous les pays. Cela dit, Valérie, je te sors de ta chronique. Il y a un roman historique qui existe sur cette expédition-là. Oui, en fait, moi, c'est à travers ce roman-là que j'ai découvert justement cette expédition-là. Puis vraiment, je trouve dommage qu'on n'en parle pas plus parce que je trouve que c'est une expédition, ma foi, incroyable pour son époque. On parle quand même d'une initiative à échelle mondiale. On est vraiment parti d'Europe jusqu'en Chine. Puis vraiment, en fait, Balmis a fait un tour du monde. Il est revenu en Espagne par bateau plusieurs années plus tard, donc quand même. Puis je trouve que justement, c'est un bel hommage qui est rendu à ces hommes et à ces femmes, dans le fond, qui ont permis cette expédition-là d'être. Donc, je vous parle justement du roman L'Expédition de l'espoir qui est écrit par l'auteur madrilène Javier Moro, publié en 2018 aux éditions Robert Laffont. Donc, en français. Roman d'ailleurs qui est disponible pour ceux et celles qui aimeraient l'acheter sur le site des librairies indépendantes Les Libraires ou qui est disponible aussi dans le réseau des bibliothèques municipales de la Ville de Montréal. Le jour où ça va réouvrir, si ça vous tente d'aller l'emprunter, il y est. Et dans le fond, Moreau raconte de manière romancée l'épopée de Balmis en prenant le point de vue, dans le fond, de l'intendante Isabelle Zendal Gomez, exactement, qu'on suit depuis sa jeunesse en Galice, qui est une région très pauvre de l'Espagne, dans le nord-ouest de l'Espagne de l'époque, jusqu'à la fin de sa vie en Amérique centrale. Et le livre, quand même, tend à donner une vision
assez objective, non seulement de l'expédition, on décrit quand même de manière assez réaliste, dans le fond, les dangers non seulement que courent les enfants, mais également tout le personnel médical à travers justement le voyagement entre les différents États coloniaux. Mais aussi le portrait qui est fait des personnages historiques est assez réaliste. Donc, on s'entend ici que monsieur le docteur Balmis en question, il n'est vraiment pas décrit comme un héros de légende. Justement, Moreau est très rationnel et objectif dans le fait que c'est un monsieur qui est effectivement, il est bourré de bonnes intentions, mais visiblement, il n'est pas très doué au niveau des relations sociales. Puis aussi, le personnage d'Isabelle Zendal est quand même très intéressant. Ça semble être une femme de son époque, mais qui essaie un peu de s'extirper de tous les préjugés de son temps pour justement faire face à toute l'adversité que tu peux avoir quand tu es une femme espagnole dans un empire aussi hétérogène que l'empire espagnol de cette époque-là. Donc, lecture que je vous recommande fortement, c'est un roman qui est aussi divertissant qu'instructif, qui vous fait voyager de l'Espagne à l'Asie en passant justement par la Nouvelle-Espagne, la Nouvelle-Grenade, puis qui vous fait voyager à défaut de voir du pays cet été. C'est étonnant quand même de voir comment les romans historiques peuvent servir aussi à faire connaître des événements dont on n'aurait pas idée, en fait. Là. Vraiment. C'est un peu ça la force de la littérature également. Je pensais notamment, pendant que tu parlais, à Tolstoï et Guerre et paix, qui, moi, ça a été ma découverte de la campagne française en Russie en 1812, 1815. Ouais, mais, en tout cas, je prends mes dates. Mais oui, c'est un outil merveilleux, en fait, pour faire connaître des événements inconnus jusqu'à maintenant. Et tu nous disais aussi qu'on peut faire des liens avec la série Les Pays d'en haut, notamment où on voit la vaccination épaule à épaule, très concrètement dans le petit village de Sainte-Agathe. Oui, en fait, c'est quand même intéressant parce que justement, l'épidémie de Sainte-Agathe, en fait, on est quand même plus loin dans le temps. Fait que là, justement, il y a quand même une vaccination, je pense, qui existe par seringue. Mais en fait, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est justement de voir la gestion de crise, en fait, dans le Québec du 19e siècle, dans un petit village. Puis c'est vraiment, en tout cas, moi, déjà, Les Pays d'en haut, je trouve que c'est une super belle série. C'est bien joué. Au niveau historique, c'est vraiment intéressant. Mais vraiment, la 6e saison, c'est vraiment l'épidémie de variole qui arrive à Sainte-Adèle. Donc là, comment est-ce que le village fait face à ça? Puis c'est juste tellement incroyable de voir justement les tensions entre le docteur Marignon, qui est le docteur du village, que lui, il est vraiment pro-vaccination, qui est comme, tu sais, vraiment dans l'idée de faire venir justement des cellules actives de variole pour faire vacciner les enfants. Et justement, qui est en tension constante avec le nouveau curé du village qui, lui, veut rien savoir. Lui, voit ça comme un fléau de Dieu parce que le village est rempli de pécheurs. Donc, c'est vraiment une représentation en live de ça devait être quoi gérer justement une épidémie de variole à cette époque-là. C'est fou, hein? Il veut organiser des processions pour rassembler tout le monde et prier en groupe, ce qui est vraiment génial dans une épidémie. Oui, c'est ça. Je me souviens avoir commencé mon année 2020 en écoutant cette série-là et en me disant « ce serait terrible s'il y avait une pandémie ». Voilà. Voilà, on a été exaucés. Merci Valérie, très intéressant. Ça fait plaisir. Je prends ma feuille là. Je pense que ça conclut l'émission pour cette semaine. On a eu du plaisir. Guillaume Seri, merci encore. Valérie Borduas, merci. Thomas Venn, merci pour ta présence, fidèle au poste comme toujours. Je vous invite aussi à cliquer j'aime sur notre page Facebook et à mettre un gros pouce en l'air sur notre page YouTube. Ça nous encourage. Il nous reste d'ailleurs une émission après celle-ci. Je crois que c'est la 9e qu'on enregistre en ce moment. On reviendra peut-être à l'automne, tout dépendant du nombre de likes qu'on a et si la pandémie est réglée ou pas. On verra. On s'en parle. David Girard à l'animation et on vous retrouve la semaine prochaine.